Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du Crime de l'Orient Express, adaptation du roman éponyme d'Agatha Christie par Kenneth Branagh, si vous préférez. L'histoire donc d'un crime commis dans l'Orient Express, un train qui relie le Moyen-Orient à l'Europe, dans lequel se trouve Hercule Poirot, le plus grand inspecteur du monde, qui va donc tomber sur un crime étrange. Monsieur Ratchet est assassiné dans sa cabine, de très nombreux coups de couteau, et d'autres choses, ce qui rend le crime d'autant plus surprenant pour lui. Et sa mission va donc être de réussir à trouver le coupable tant que le train est bloqué par une tempête de neige sur les rails, par une chute de neige qui a bloqué le train, et le train doit donc être désenneigé et remis sur les rails. Et donc Poirot doit essayer de trouver qui est le coupable avant que les gens ne puissent partir du train et rentrer chez eux. Le film a reçu un petit succès, et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entre vous m'ont demandé mon avis sur le film. À la base, je pensais vraiment pas spécialement le faire, c'est un film qui m'attirait pas énormément, et je suis surpris de voir à quel point ça vous fait réagir, parce que je trouve le film en lui-même pas extrêmement marquant. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous connaissiez l'histoire, que vous entendiez l'histoire du Crime de l'Orient Express, ou d'un Agatha Christie en général. En ce qui me concerne, je l'avais déjà vu. J'avais vu en particulier l'adaptation de Sidney Lumet du Crime de l'Orient Express, et le truc c'est que je m'en souvenais pas jusqu'à à peu près au milieu du film. Et ce que j'aime bien, c'est que quand même, en voyant le film, j'ai su, genre, à la deuxième scène, qui allait être le coupable. La deuxième scène. Comment vous révélez ça sans spoiler le truc, mais on rencontre tous les membres du train au début, et on a le tour de 12 ou 13 personnes, je crois, qui sont dans le train. Et dans les 12 ou 13, j'en ai vu un en particulier, je me suis dit, celui-là, c'est... Il y a un truc. Le film insiste étrangement sur ce personnage, et du coup, je l'ai marqué, je suis presque persuadé que ça va être lui, et à peu près 20 ou 30 minutes plus tard, je me fais, ah mais non, je m'en souviens maintenant, je l'ai vu. Et du coup, j'ai marqué, voilà, je savais quelle allait être la réponse, mais malgré tout, le personnage sur lequel je m'étais focalisé était bien très important dans cette version parce qu'ils ont réadapté quand même quelques trucs, ils ont changé quelques personnages et tout. Et le personnage était quand même bien assez important par rapport au film. Donc je l'avais quand même vu venir depuis le début. Voilà, je suis assez fier de moi. Je pense que c'est pour ça qu'il a marqué ça entre vous, c'est votre premier whodunit. Un whodunit, c'est le nom qu'on donne aux romans du style d'Agatha Christie, c'est des romans où quelqu'un a tué et pendant tout le roman on doit essayer de savoir qui c'est. Et c'est vrai que c'est toujours très marquant la première fois qu'on le voit. Pour le reste, en ce qui concerne le film lui-même, je le trouve franchement pas si marquant que ça. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses sympas en termes de mise en scène, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire. Mais pour le coup, je sais pas exactement comment ça passe pour les gens qui connaîtraient pas du tout le reste de la résolution de l'histoire, en fait. Pour rentrer dans le détail de pourquoi ça me marque pas en plus, je trouve que le film fait assez cheap et moche. Ce qui est particulier, parce que c'est un film tourné en 65 mm en plus, donc c'est en 65 mm pellicule, donc c'est vraiment un format, c'est un support très particulier, et qui normalement rend un truc assez grandiose et assez énorme. Là, on est dans un train, donc c'est très restreint, donc c'est un choix particulier pour filmer tout ça, et je trouve que ça donne pas grand chose d'intéressant. Je trouve que si ça rend quelque chose, c'est que ça rend un peu fake, pour les décors intérieurs. Pour les extérieurs, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un plan en extérieur qui est crédible, qui soit crédible. Et je pense qu'ils sont presque tous faits sur fond vert, parce que si ces plans, il y a un plan par exemple, le plan où il interroge la prof la tutrice, celle qui est jouée par Daisy Ridley, et il l'interroge en extérieur sur une petite table posée au bord de la colline et devant le train. Je suis persuadé que cette scène a été entièrement tournée sur un fond vert. Elle est peut-être tournée sur un studio. Si elle est tournée en studio, à ce moment-là, la lumière est tellement atroce, tellement fake, que c'est ça qui rend un truc particulièrement mauvais. Je trouve franchement que graphiquement, c'est pas très très beau. Beaucoup de ces trucages-là se voient à des millions de kilomètres, les plans extérieurs, mais il y en a presque aucun sur lequel je crois. Il y a le plan du départ du train, qui est une sorte d'écho tous les réalisateurs qui filment un train arrivé en gare font un écho à l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, presque tous. Et le départ du train, cette fois-ci, non pas l'arrivée d'un train, et pas en gare de La Ciotat, mais en gare de... je sais plus d'où ils partent au début. Le plan, donc c'est le train qui
arrive vers la caméra qui passe sur le côté du coup, avec en fond ici du coup la ville. Je crois que c'est Jérusalem la ville, il me semble. Donc il me semble et donc il y a Jérusalem en fond. En CGI, enfin c'est tellement évident que c'est pas un plan où on a filmé la ville de Jérusalem avec des trains et puis on a rajouté des rails à côté puis on a rajouté le train numérique ensuite ou un truc comme ça. Enfin c'est clair que c'est un plan peut-être du train qu'ils ont construit, peut-être même en 3D avec un faux décor derrière, etc. Enfin ça fait faux de A à Z. Ah certains plans non évidemment, encore heureux, mais il y a beaucoup de plans qui font pas réaliste du tout et pas crédible et mais il y a des choses qui passent beaucoup mieux. Faisons un petit listing de plans de choses intéressantes. Il y a un travail du plan zénithal sur beaucoup de plans, ce qui est intéressant puisque c'est une enquête et donc un jugement, et donc le jugement est souvent rendu par le plan zénithal, le regard de Dieu sur le sol, sur ce qui se passe au sol. Quand on regarde d'en haut, on voit tout ce qui se passe en principe. Donc ce genre de plan est extrêmement utilisé. Il y a beaucoup de plans aussi en steadicam, avec la caméra qui se déplace dans les trains, en particulier avec Hercule Poirot. Oh d'ailleurs, j'ai enfin compris le problème avec les noms. C'est que je comprenais jamais pourquoi tout le monde appelait Achille Poirot au lieu de Hercule Poirot. Et en fait, c'est parce que c'est par rapport au jeu, la prononciation anglaise, parce que il s'appelle Hercule Poirot et il est belge, donc ça se prononce Hercule. Et les Anglais disent Hercules, qui est la façon anglaise de dire Hercule. Et en fait, à chaque fois, il les corrige. Il dit non, pas Hercules, Hercule. Et en fait, en français, comme c'est intraduisible, parce qu'on prononce Hercule et Hercule, donc on a dit, bah non, on va l'appeler Achille. Donc j'ai jamais compris ce truc-là, j'ai enfin fini du coup par comprendre le truc. Donc, la caméra suit Hercule Poirot dans les couloirs du train, ce qui est pas sans sas. Je veux dire, d'accord, c'est cool de suivre le personnage dans les couloirs du train, mais enfin, ça dit rien de particulier par rapport au personnage. C'est employé à certains moments précis du film. À la fin, par exemple, quand tout à la fin, il va sortir, la caméra le suit dans le train. Je trouve que ça dit pas grand chose de spécial en lui. On voit pas vraiment les décors en plus parce qu'il est en plein milieu du truc, donc on sait pas comme si on revisitait les décors une dernière fois avant de le quitter ou un truc dans ce genre-là. C'est cela dit plus intéressant du fait que ce soit un écho au un des premiers plans du film, qui est un plan séquence. Ce qui est très compliqué quand on tourne en 65 mm. Et je pensais qu'ils avaient tourné en 65 mm numérique et que du coup c'était pas grave, mais non, ils ont tourné en 65 mm pellicule. 65 mm pellicule, ça veut dire qu'il faut énormément de pellicule pour imprimer les images, parce que on imprime les images sur plus de perforations sur la pellicule. Donc forcément on a besoin de plus de pellicule, et du coup les bobines déjà de base de 35 mm font que 11 minutes, les plus grosses bobines font 11 minutes, donc il faut faire un plan séquence en 65 mm, ça doit être beaucoup plus restreint, ça doit être genre 5 ou 6 minutes maximum la durée d'un plan séquence, et il faut le faire absolument parfait et sans qu'il y ait aucun défaut et sans aucun problème, quoi, comme tous les plans séquences, mais un truc qui coûte 10 000 fois plus cher, et si jamais tu rates, ben t'as encore moins de temps, et enfin ça prend plus de temps à faire, t'as moins de temps sur la pellicule, et donc si tu le rates, c'est une catastrophe. Donc c'est cool que ce plan de fin réponde à ce plan de début, qui est ce plan, donc ce travelling très très long, mais qui va pas rester tout le temps au niveau du sol, donc c'est pas juste un travelling, mais disons travelling, qui suit Hercule Poirot en train de rentrer en train de passer devant le train, puis de rentrer dedans, de monter sur les marches, et de rentrer ensuite à l'intérieur, et on voit la caméra qui le suit dans les différents couloirs jusqu'à ce qu'il arrive à sa cabine. Intéressant, mais encore une fois, pas génialissime, quoi. Je trouve que le plan a un truc intéressant, c'est de montrer la taille du train, mais c'est pas non plus sensationnel, quoi, de voir 4 ou 5 wagons passer à côté de soi. Enfin, c'est pas non plus le truc le plus marquant du monde, et je pense pas que la plupart les gens se rendront compte que le plan séquence est là et que c'est intéressant de voir 4 ou 5 wagons derrière. Enfin, c'est pas très impressionnant de voir 4 ou 5 wagons. Dernier petit truc peut-être marquant, je dirais, en termes de réalisation et de mise en scène et d'utilisation de la caméra. Au tout début, il filme chacun des membres qui sont dans le réfectoire, enfin là où les gens mangent du coup dans le train. Et c'est juste après qu'il y a eu le meurtre de Monsieur Ratchet, et où il leur dit, il y a quelqu'un ici qui est le tueur et je vais le trouver, etc. Et donc on a un plan qui passe en panoramique d'un membre d'un passager à l'autre. Assez lentement, c'est le premier passager, puis l'autre passager, etc. Et la caméra fait un petit mouvement sur elle-même et recule, etc. Peu importe quel est le mouvement de la caméra, il doit être particulièrement maîtrisé parce que à chaque fois qu'il passe sur un personnage, la caméra est juste derrière une porte avec des vitres, et la vitre est légèrement taillée sur le côté. Et vous en avez peut-être déjà rendu compte, si vous avez déjà vu des vitres comme ça dédouble l'image.
Ce qui fait qu'à chaque fois que la caméra passe devant le visage d'un des passagers, c'est pile poil au moment où on est sur cette petite aspérité, enfin sur ce petit aspect du verre, qui du coup sépare son visage en deux. Ça veut dire que tous les passagers du train filmés ont un double visage, et peuvent donc tous cacher quelque chose. Là, je dis oui. Là, je dis très très belle mise en scène, très beau choix de mise en scène, parce que pour réussir à faire en sorte qu'à chaque fois que le pli du verre passe sur un visage, enfin, que le pli du verre soit toujours exactement là où il y a le visage, et que le visage soit toujours pile poil au milieu du cadre, et que la caméra soit toujours pile poil au bon endroit pour que le pli du verre soit sur le milieu du... Enfin, là, du coup, il y a un travail de méticulosité, de précision qui est incroyable, et là, oui, j'étais... Bravo, le plan était magnifique. Pour le reste, voilà, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de très notable au niveau de la réalisation. Un truc plus intéressant, ça va être la direction d'acteur, du coup, vu qu'on a un acteur à la réalisation. Et c'est vrai que du coup, la réalisation de Kenneth Branagh la direction d'acteur de Kenneth Branagh est plus intéressante, je trouve, que sa réalisation. C'est vrai que les acteurs sont tous assez géniaux. Et pour le coup, j'avais envie de mettre un petit tacle à Daisy Ridley, etc. Non. Ils sont tous très très bons et c'est vrai qu'on y croit. Le seul truc sur Daisy Ridley auquel je crois pas qu'un personnage aussi jeune puisse déjà avoir été gouvernante dans une maison et avoir déjà vécu ce qui s'est passé dans le truc. Il est censé s'être passé 20 ans après les événements qui sont racontés dans son métier. Cette nana-là a pas 30 ans ou 40 ans ou un truc dans ce genre-là, quoi. Enfin, c'est le personnage qui est censé jouer Daisy Ridley colle pas du tout, je trouve, à mon avis. Enfin, à mon sens. Donc, je trouve qu'elle a rien à foutre dans ce rôle-là et je comprends pas ce qu'elle fout dans ce rôle. Mais elle joue super bien. Ça, du coup, je peux pas lui retirer, elle joue super bien. Mais c'est vrai que c'est le petit truc sur lequel j'ai eu du mal avec la présence de Daisy Ridley. Daisy Ridley est pas une mauvaise actrice, hein, c'est que, n'allez pas croire ça quand je dis, j'avais envie de la tacler, etc. C'est, voilà, comme elle est dans ce film parce qu'elle est dans Star Wars. Enfin, elle aurait pas fait ce film, elle aurait pas fait Star Wars, elle serait dans aucun autre film que ça, quoi. Mais je comprends pourquoi on l'a pris dans Star Wars. Parce que dans Star Wars, ils veulent beaucoup d'acteurs de série. Et les acteurs de série, ce sont des acteurs qui peuvent souvent être assez justes en très peu de prises. C'est vachement intéressant dans une série, parce que dans une série, on doit tourner très 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 vite. Donc si la prise peut être bonne le plus rapidement possible, c'est tant mieux. Et ils ont, pour Star Wars, du coup, pris beaucoup d'acteurs de série, parce qu'il fallait tourner le truc super vite, et il fallait faire le truc. Donc, j'étais déjà conscient que ça devait être une bonne actrice. On n'engage pas une nana comme ça pour un tel projet si on n'est pas sûr qu'elle peut rendre certains trucs. Enfin, je dis ça avec les rumeurs qu'il y a sur le film Han Solo en ce moment. C'est pas le sujet, nous sommes sur le crime de l'Orient Express. Il y a un truc intéressant d'ailleurs dans le fait que ce soit Kenneth Branagh qui réalise le film et joue Hercule Poirot, c'est que Hercule Poirot lui-même, et Kenneth Branagh le dit d'ailleurs dans certaines interviews, Hercule Poirot est quelque part un metteur en scène. Je vous ai parlé de la scène où il interviewe Daisy Ridley, du coup. Bon, tout est lié, hein. Et pourquoi l'interroger en extérieur ? Parce que Hercule Poirot est un metteur en scène. Il sait que s'il met ce personnage, qui est plutôt bien, propre, confortable, etc., s'il la met en extérieur, dans le froid, de façon inconfortable, il va peut-être pouvoir en tirer quelque chose de différent. Et c'est ce que font les metteurs en scène. Ils vous mettent dans une situation particulière, ils la filment d'une certaine façon, en se disant, si je fais ça de cette façon-là et de cette façon-là, le personnage les spectateurs ou ce personnage va réagir de telle ou telle façon. Donc c'est intéressant de montrer, du coup, Kenneth Branagh être le réalisateur et mettre en scène, en tant qu'Hercule Poirot, les personnages du film, quand il les interroge. Il y a quelque chose d'assez bien recherché là-dedans, et d'assez intéressant. Pour le reste, rien de très très marquant. Donc, il y a une différence de couleur entre les flashbacks et les trucs qui se passent dans le monde, enfin dans le temps réel. Rien de spécial noté là-dessus. C'est une bonne façon de distinguer les deux choses, mais c'est pas non plus le truc le plus créatif du monde. Et je trouve que pour moi, le film est un peu à l'image de sa musique. Je trouve que la musique est pas très marquante. Ça fait la musique au piano fait vraiment souvent musique d'ascenseur et genre il faut qu'on occupe un petit peu le son pendant que le personnage est en train de parler. Voilà, j'ai pas trouvé que ce soit particulièrement intéressant à ce niveau-là. Ah si, peut-être un dernier point de mise en scène que je trouve intéressant. Il y a le moment final du whodunit, de qui est le coupable et qui a fait le crime. Presque tous les personnages du film, qui sont du coup donc 12 ou 13, il me semble qu'ils sont 13 du coup au final, sont réunis sur une table, une très longue table qui est installée sur le tunnel dans lequel doit passer le train, quand il aura réussi à être mis sur les pistes. Et si vous regardez le plan, c'est exactement le positionnement des personnages et la lumière, le machin, de la scène. Le tableau, la scène, qui représente le dernier repas de Jésus. Et les personnages sont presque placés au même endroit, ceux qui sont debout sont au même endroit que dans le tableau, etc. Et il y a des directions de visage et des machins. Donc il y a des choix intéressants au niveau de la mise en scène sur le côté jugement divin et les trucs dans ce genre-là, qui sont intéressants, mais voilà, je trouve que le film est quand même pas particulièrement marquant et particulièrement exceptionnel.
C'est très bien fait, hein, je dis pas le contraire, mais rien non plus de sensationnel. Donc je pense que ceux qui ont été très 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 marqués et qui m'ont à ce point demandé si je pouvais parler du Crime de l'Orient Express, je pensais vraiment pas que ce serait un truc important, c'est pour ça que je me dis je peux le zapper, le Crime de l'Orient Express, on s'en fout quoi, j'étais en pleine période de boulot sur mon Pourquoi j'en avais tort. Et en fait, ça a marqué beaucoup de gens, je pense que c'est vraiment une question de scénario, et en scénario, il y a rien à dire sur le scénario, hein, c'est du Agatha Christie, c'est la maîtresse dans le domaine, donc voilà. Moi j'ai eu le défaut de savoir quelle allait être la fin dès les 30 premières minutes, parce que je vous dis, je m'en souvenais plus au début, mais ouais, enfin, il y a rien de mal à redire sur le film non plus, quoi. Oui, surtout le fait que ne croyez pas que je dis que le film est mauvais. Je dis juste, il y a rien de spécial. C'est pas spécialement marqué, et j'aurais pu très bien passer l'année sans en parler, mais comme il m'a été beaucoup réclamé, voilà, je voulais vous faire ce petit vlog. Donc, en ce qui me concerne, pour le Crime de l'Orient Express, c'est pourquoi pas, mais rien de spécial. Pas non plus une grosse merde, absolument pas. Quelques petits défauts, mais absolument rien de si notable que ça. Et plutôt correct et honnête dans le reste du truc, donc si vous avez envie de voir le Crime de l'Orient Express, regardez le Crime de l'Orient Express. Ce n'est pas un crime. Ah. Prenez soin de vous. Je suis choqué de la moustache de Hercule Poirot, parce qu'ils disent qu'ils ont fait vachement attention. Je crois qu'à presque tous les plans, il y a un défaut. Il y a un moment où la moustache frise un petit peu sur un coin, et donc pas par rapport au reste, donc il y a un petit décalage de moustache ici, enfin c'est un petit décalage entre les trucs, hop. Et je sais pas, la moustache, il y avait un petit rattache sur la moustache, je trouve, alors que justement il disait qu'ils avaient vachement bossé dessus, il a même un cache-moustache quand il dort et tout. C'est un peu spécial. Peu importe, c'était totalement anecdotique. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.